Bien, bonsoir. Donc pour cette nouvelle émission, lundi, bonsoir cinéma. D'abord, on tient à préciser la chose suivante. C'est une vidéo qui ne sera pas générée par un bot russe, pas générée par une IA dégénérative du gouvernement, et elle ne sera pas sponsorisée par une boisson énergisante. C'est au contraire l'amitié qui nous réunit ici, et l'amitié pour un couple de cinéastes qui est extrêmement important pour nous, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Pour en parler, ce soir, donc, on retrouve notre ami Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, qui est la gardienne du hors-champ, ainsi que Alexia Roux. Et puis, nous rejoignent de nouveaux amis. On est très très content on se réjouit de vous retrouver avec nous, surtout que ça vient aussi de ces émissions de cinéma, finalement, que cette présence puisse s'accomplir aujourd'hui. Donc c'est Sol Sufferne Kirno, salut, et Rudolf Di Stefano. Vous faites des films ensemble depuis pas mal de temps maintenant. Et puis, vous, non seulement vous faites des films, mais vous pensez aussi votre pratique. Une partie de ces cinéastes aussi qui nous intéresse beaucoup avec Nicolas, c'est que vous avez un rapport à la fois charnel, pratique au cinéma, parce que vous faites des films, mais aussi vous les pensez. Et vous les pensez en rapport avec aussi ce qui est arrivé au cinéma quand ces événements-là ont pour nom Jean-Luc Godard, Robert Bresson, Jean-Marie Straub, Daniel Huillet, et évidemment aussi quelques autres. Et il se trouve que quand on avait fait notre toute première émission, il y a d'ailleurs quasiment un an, avec Marie-Josée Monzin, c'était le numéro 0 pour lancer cette série de conversations d'archipel autour du cinéma et comment en fait le cinéma c'était ce dont on avait besoin aussi pour résister à l'époque et d'une certaine manière aussi pour essayer d'en triompher, si tant est que ce soit possible, avec Marie-Josée Monzin. Donc on avait fait cette première émission et puis vous l'avez vu en fait. Vous l'avez vu, vous l'avez découvert et puis vous nous avez contacté de manière très amicale, avec beaucoup de en mettant, je dirais, sur la table déjà beaucoup d'anicroches, en fait, un monde commun, en fait, de cinéma, et en nous envoyant aussi un film que vous aviez réalisé il y a quelques années maintenant, à la fin des années 2000, hein, dans mon souvenir, 2007. en 2007, que vous aviez tourné au Reflet Médicis, à l'époque où Jean-Marie Straub venait présenter une rétrospective de ses films. Et vous avez fait ce documentaire qu'on a vu chacun de notre côté, puis ensuite on en a abondamment parlé, parce que c'est un film qui nous a évidemment beaucoup intéressé, parce qu'on y sans l'avoir vu, mais on y retrouvait aussi ce qu'on appréciait beaucoup dans la figure de Jean-Marie Straub. Euh, et je vais d'ailleurs citer Nicolas, ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est très très juste. D'abord, il apparaît à la fois avec une espèce de proximité charnelle, hein, qui, comme Renoir, d'une autre façon aussi, nous donne tout de suite envie de vouloir discuter avec lui, même si la conversation risque d'être très rude, même si on peut être rudoyé, malmené, mais on sait que c'est pas par vie, c'est pas par véracité, quoi. Il faut aussi un peu sortir de ses gonds, sortir de son confort, quoi, d'une certaine manière, se soustraire aussi à un certain nombre d'habitudes, et c'est ce qu'ont réalisé les films de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, quoi, au nom de notre curiosité, de notre sensibilité, quoi, qui est constamment anéantie parce que très souvent on appelle culture. Et puis d'autre part aussi une dimension quasi mythologique. On a l'impression que cet homme parle de très très loin, non seulement de loin dans l'histoire du cinéma, mais même de loin dans le temps. Il y a une dimension antique dans le cinéma de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui est attestée évidemment par différents titres, entre autres La mort d'Empédocle, Othon, Antigone, et puis aussi même de plus loin encore, enfin qu'il y a quelque chose de la Terre, du vivant, du monde et de ce qui arrive au monde quand le cosmos se rappelle à lui. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre ami Frédéric Nera, qui est philosophe avec qui on a aussi beaucoup discuté de cinéma. Et c'est présent dans leur cinéma. Et ça, c'est rare, hein, c'est extrêmement précieux, et ça nous réjouit, ça nous enthousiasme, ça nous donne une joie qui n'est pas simplement la joie de gens érudits, cultivés, une petite élite qui avons quelques fétiches et puis le monde nous rassemble autour d'eux. C'est pas ça, en fait. C'est des feux de joie, en fait, hein, pour résister, avec ce mot de résistance qui est si important pour eux, pour résister aussi à ce qui nous arrive. Et puisque ce qui nous arrive est pire encore que ce qui était prévu, ben on a encore plus besoin du cinéma de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Donc, avec cette première ouverture, eh bien, en fait, on empruntera évidemment les chemins qu'on veut. Tous les chemins mènent à Rome, dit le proverbe, mais pour autant que Rome se permet de choisir à son tour, parce que les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer. Titre, en fait, véritable de Othon, qui est la pièce de Corneille adaptée par Jean-Marie Straub et Daniel Huillet en 1969. Donc ouvrir les yeux pour les fermer à l'oppression. On pourrait dire c'est un peu ça aussi d'une certaine manière qui joue avec eux et c'est ce qui détermine évidemment notre rencontre et vous entendre en fait nous parler de comment
Jean-Marie Straub et Daniel Eveillé vous est arrivé, Oui. vous sont arrivés à vous deux, et puis qu'est-ce que vous en avez fait, d'une certaine manière, de ce double événement, c'est-à-dire à la fois les films, Ouais. et puis aussi les corps, ou le corps, en tout cas celui de Jean-Marie Straub Ouais. que vous avez rencontré pour le filmer. Et oui, effectivement, ça c'est une rencontre. Alors là, on peut dire ça dans le sens fort, et d'ailleurs, eux-mêmes en parlent assez souvent de la question de la rencontre avec des œuvres. Ils ont rencontré Hölderlin, ils ont rencontré Bach, ils ont rencontré pas mal de choses, et c'est à chaque fois des chocs, ou alors Schoenberg dans Moïse Aron, on sent que c'est à chaque fois la rencontre avec des œuvres spécifiques. Là, effectivement, c'était la rencontre avec une multitude d'œuvres, enfin leur œuvre, enfin leur film, et ça a été un choc véritablement. Et quand tu décrivais justement le fait que Straub, enfin on avait le sentiment, alors d'abord Daniel n'était plus là, donc ça déterminait quand même pas mal les choses, et à la fois aussi, elle était complètement présente. Hein. Et quand on l'a vu, on s'est dit, par rapport à la question du très ancien, on s'est dit, mais là on est face à quelque chose qui vient de très loin, effectivement, et on a pensé, nous, à Rousseau à ce moment-là. On s'est dit, là, il y a quelque chose, en tant que Rousseau déjà était déjà plus de son temps, enfin déjà il était déjà en avance ou très en retard, et on s'est dit, là, on est face à quelque chose d'incroyable. Parce que on découvrait, au moment même où on nous a proposé de tourner lors de toutes ces rencontres et de toute cette rétrospective, on découvrait à la fois l'œuvre, les films et le personnage, enfin le cinéaste. Donc ça a été effectivement très très fort. Très fort parce que, effectivement, c'est ce que tu disais un peu au début, c'est-à-dire cet effort de penser sa pratique était complètement présente chez lui, et sa rudesse, qui apparaît très fortement dans le film, parce que, évidemment, en plus, il traversait un moment très très dur, puisqu'elle venait de mourir, Daniel, mais c'était aussi une façon de rompre avec la cinéphilie confortable, avec la dimension culturelle facile qui arrive après, en général, les discussions qu'il y a après les films, qui sont toujours, en général, très ennuyeux, très, très chiants. Donc, il avait cet effort nous on l'a compris comme ça, c'est-à-dire de tout de suite poser les enjeux et de refuser toute discussion cinéphilique et facile. Voilà. Donc dès le départ, c'était très rude. Et je crois que c'était aussi la nécessité d'être à la... C'est pas facile de parler après un film. Surtout leur film, enfin quand c'est un film si important. Qu'est-ce qu'on peut dire derrière qui ne risque pas de l'étouffer, de le noyer, de l'affaiblir? Et d'ailleurs, on lui a souvent reproché ça, qu'il parlait trop et que finalement il affaiblissait les films. Eh bien nous, on pense pas, on pense que c'était extrêmement généreux, et que justement la rudesse, la lutte des fois il établissait dans la salle avec les gens du public, c'était aussi pour être à la hauteur du film, pour qu'on ait une parole qui soit une parole vivante, une parole réelle sur le cinéma. Et ça, bon, nous, ça nous a formés, ça nous a permis ça nous a donné du courage pour continuer, pour faire le travail. On avait déjà commencé, mais là, ça a été un événement supplémentaire, quoi, parce qu'on avait déjà Godard sur dans nos bagages, ces façons de parler, mais enfin voilà. Donc là, la découverte de Straub a été très très forte. Voilà. Comment vous avez choisi là par rapport à ce cadre, parce que vous filmez tout à peu près du même endroit, qui est la coulisse, Ouais. donc c'est constamment filmé, comment dire, c'est à la fois frontal et c'est de biais. Ouais. On dirait parfois, moi je trouve que parfois il a une silhouette à la Bacon, quoi, dans ces Ouais. plans-là. Déjà, on avait l'idée assez... La première chose que l'on s'est dit, parce qu'on a décidé du jour au lendemain, si je puis me permettre, de tourner d'accepter de tourner donc, pendant cette rétrospective qui durait à peu près 5 mois et qui avait lieu tous les mardis. Donc déjà, bon, ça, on a décidé très rapidement. J'ai été au Reflet, je savais que ça allait se jouer dans les deux salles, et que donc la question était... Mes principes, c'était... Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où mettre la caméra. Non. Il y avait 2 endroits et on a Ce qui est utilisé... très Straub-Huilletien, d'ailleurs. Et, Oui. et il y C'est avait... déterminé par-dessus le lieu, Voilà, il y l'espace. avait 2 endroits et on a mis la caméra là où c'était possible. Oui. On voulait surtout pas frontal du côté du public. Donc on s'est dit, on va se mettre sur les côtés. Et un des principes qu'on s'est dit, c'est qu'on ne bougera pas la caméra.
Et en fait, c'est lui qui bouge tout au long du film. Et en fait, ça donne comme quelque chose comme un lion en cage. Et lui savait très bien quand est-ce qu'il sortait du champ et quand est-ce qu'il était dans le champ. Donc là, c'était vraiment un jeu entre lui et nous. On a fait connaissance comme ça, je pense. Dans le film de Costa, CJ Mon sourire enfoui, il fait la même chose, sauf qu'il y a Daniel. Donc il va de Daniel au couloir, il revient, et là, il n'y a pas elle. Donc ce qui fait que le film est d'autant plus bouleversant que c'est aussi un document sur un deuil infaisable. D'autant plus que les gens qui sont confrontés, que ce soit aux sous-titres, que ce soit au film, etc., elle est partout, quoi. Et ça se sent qu'il est, il est complètement envahi. Il y avait aussi la volonté de ne pas filmer, de filmer le public séparément de Straub. Voilà. Ça, c'était aussi un principe qui quand même limitait beaucoup les choses. C'est-à-dire que on voulait que Jean-Marie soit seul à l'image, disons, capable de sortir à tout moment du champ et de se balader parce qu'il faisait exactement ce qu'il voulait, mais et que le public, on ne le voyait que dans la réception des projections avec le son off. C'est-à-dire que le public parle hors champ et les films sont hors champ, et ce qu'on voit, c'est la réception des muettes de ces visages qui regardent le film. Et ça... Si je peux me permettre sur ce genre de plan, ce que je trouve très très beau, c'est la différenciation de tous les visages, de toutes les expressions. On voit des gens qui s'ennuient profondément, des gens qui sont totalement interloqués par ce qu'ils voient, des gens qui sont en amitié, qui ricanent, d'autres qui sont vaguement dormis, d'autres qui regardent sans qu'on puisse réellement deviner. Mais il y a donc déjà, on se dit, ce cinéma est proprement démocratique, puisque on voit une variété très très grande de visages, et c'est encore d'autant plus beau que, on se rappelle ce qu'avait fait par exemple Ingmar Bergman au début de La Flûte enchantée, on voit tous les visages, mais ils sont tous séparés. Là, c'est un plan avec tous ces visages, et donc du coup, vraiment on voit, et on se dit, mais c'est incroyable comme ce cinéma-là travaille les gens différemment. Où ils résistent aussi différemment, certains qui sont là parce qu'ils veulent revoir probablement un film qu'ils apprécient beaucoup, d'autres qui découvrent, ou bien réjouis, ou bien obtus, en se disant je vais résister à cette chose parce que j'ai pas envie de me laisser faire par elle. Et ça, c'est des plans qui sont très très beaux, ces plans de spectateurs, parce que les spectatrices, parce qu'ils sont... C'est souvent raté, ça, c'est questions de spectateurs ou spectatrices au cinéma. Et là, c'est vraiment... On l'avait fait, mais tu vois... mais voilà, c'était compact, c'était massif. Mais là, c'est ce que je sens dans c'est... Moi, je vois ce public, mais je les vois baignés par la lumière de la pellicule. Et je pense que c'est ça qui les rend beaux et uniques. Parce qu'ils vibrent avec la lumière des films des Straub. D'une chose tout à fait matérielle, quoi, extrêmement matérielle. On ne peut pas faire plus simple que de la lumière qui rebondit sur un écran, quoi, et qui vient colorer les visages. Parce que c'est l'écran là qui éclaire. C'est l'écran qui éclaire. Mais moi je pense que ça a à voir avec leur cinéma, c'est ce que tu dis. Et effectivement, la question du cœur. Je pense qu'ils ont tenté, dans Moïse et Aaron, et on sait, il dit à la fin finalement, Moïse est sans langue, Aaron est pas mort, mais enfin il est fini, et ce qui reste finalement c'est le cœur. Le cœur qui lui n'a plus vraiment besoin de héros, de prophètes, et qui va continuer. Et je pense que leur cinéma tente, en tous les cas, de proposer une forme de chœur au public, enfin de constituer un groupe qui ne soit pas à la fois un chœur à l'unisson, non plus un chœur complètement hétérogène, enfin et hostile les uns des autres. Il propose quelque chose qui est une espèce d'hétérophonie des êtres, quoi. Et donc là, je pense qu'ils pointent, leur travail pointe vers une possibilité d'un chœur nouveau, une possibilité nouvelle d'être ensemble, tout en tenant aussi les singularités. Et je pense que leur cinéma nous le propose, parce que, à la fois, comme tu disais, ils nous divisent un peu même nous-mêmes, on est même nous-mêmes des fois confrontés à des choses extrêmement compliquées, ou qui paraissent compliquées alors qu'elles sont extrêmement simples, mais tout ça va dans la multiplicité des sentiments, dans la capacité à ce qu'on ne soit pas
des blocs unitaires et complètement dogmatiques. Donc, oui, je pense que D'autant c'est- plus qu'il y a un mot qui revient souvent dans le film, c'est de sa part, par rapport au public, c'est là vous faites de la rhétorique. Ouais. C'est-à-dire dégager tout de suite la rhétorique cinéphilique et Ouais. tout ça pour parler, Ouais. pour tenter de parler, donc pour tenter de faire parler le cœur. C'est beau cette idée de cœur parce que c'est... Le cœur avec un H ou Oui, le c'est ça, cœur bien avec sûr. Oui, sans avec H. ou sans H. Bien sûr. bien Chaque sûr. cœur peut constituer un cœur. Ouais, ouais. Parce que la rhétorique, c'est l'ennemi. Ça pourrit. Il disait que il dit ça pourrit les choses, elles sont mortes, quoi. Il Mais- dit on comprend rien, quoi. On comprend rien. Les films, on les comprend plus, quoi. C'est la fameuse Alors que- confrontation avec Philippe Thiéot. C'était ça parce que je l'ai revu, mais ça a été un peu. Quand je vous écoutais parler, et puis que vous évoquiez le travail que vous êtes en train d'accomplir concernant la figure de Saint Paul, Ouais. donc évidemment le motif du chemin de Damas apparaît, et c'était d'ailleurs la métaphore qu'avait employée Éric Rohmer quand il avait vu Stromboli. Il dit ça a été notre chemin de Damas en fait à toute notre génération des cahiers du cinéma. On a su qu'on ferait du cinéma et autrement que comme il se pratiquait à l'époque en France. Et quand j'ai découvert le cinéma de Jean Maestraup et Daniel Huet, mais j'aime bien parler de ce moment-là parce qu'il va y avoir un rapport avec le gars qui est aux manettes là, dans le hors-champ, c'est que du coup, j'ai vu, le premier film que j'ai vu en salle, c'était Sicilia, donc en 1999, mais 2 ans avant, sur France 2, enfin sur Antenne 2 à l'époque, France 2, donc une émission, Le Cercle de Minuit, animée par Adler, et puis il y a ce Jean Maestraup et Daniel Huet présent, en face d'un homme qui s'appelle Philippe Thiéot. C'est une archive de l'INA qui est aujourd'hui de l'INA qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose qui est attrapé à cet endroit-là qui parle vraiment d'aujourd'hui. C'est ça qui fait que c'est fou. Alors à l'époque, moi ça a été un choc parce que j'entendais beaucoup parler. Jean Maestraup et Daniel Billet, je sentais que j'y allais. Du jour au lendemain, malheureusement, je l'avais raté. Et puis je le vois à la télévision. C'est un des 3 ou 4 choses que j'ai vues à la télévision. Qu'il soit vraiment arrivé à la télévision, j'en ai pas vu d'autres. Et à ce moment-là, ce qui est très beau, c'est que donc Philippe Thiéot qui a un peu disparu, mais lui est vraiment le promoteur de ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Enfin, c'est vraiment un partisan très armé, hein, philosophiquement. C'est un philosophe, quoi. Et il mobilise beaucoup de références philosophiques, des citations en latin, Husserl, la phénoménologie, en expliquant en fait que le virtuel, très intéressant aujourd'hui par rapport à ce que fait Israël. En particulier en Iran, à Gaza et ailleurs, et pas qu'Israël, c'est que en fait le virtuel, c'est nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels, séparés du vivant, séparés de la terre, que nous volons dans l'air. Le virtuel, c'est l'ange. On ne parle pas des drones à l'époque, ça n'existait pas, mais il dit c'est l'ange. Et en face, il y a quelqu'un qui lui dit, puisque vous me parlez en citation, moi aussi je vais le faire, il y en a quelques-unes dans sa sacoche, Jean Maestraup, parce que le partage des choses était très très drôle en plus, parce que c'est radio-comique, là, très fort, quoi. Il y a que celui qui parle, et puis il y a la fille qui n'en pense pas moins, et puis qui rit beaucoup, quoi, parce qu'il fait aussi ce numéro pour elle, quoi. Donc ça, c'est tout à fait charmant, c'est la dimension comique hollywoodienne, comédie hollywoodienne des années 30, là, qui est assez marrante. Et il lui dit, mais ce que disait Lernin, c'est que le berceau des enfants de la Terre, c'est la Terre. Et le ton monte. Jean Maestraup dit à Philippe Thiéot, mais finalement Goebbels a gagné, les nazis ont gagné à vous écouter, parce que toujours plus, toujours le progrès, c'est la dévastation de la Terre, hein, ce dont vous parlez là. Parce qu'il dit ces images virtuelles, il fait les choses pour en faire des images, il faut les avoir regardées longtemps. C'est ce que se disait chez César Pavese dans Dialogue avec le coup, une chose, il faut la regarder longtemps avant qu'elle vous apparaisse véritablement. Puis là, on ne regarde plus rien, on est totalement aveuglé. Quoi. Et on est des anges, donc on détruit tout. Hein. Et le ton monte, Philippe Thiéot vraiment perd toute sa confortable assise de philosophe, parce qu'en fait, effectivement, c'est un sophiste. Le philosophe, c'est le cinéaste à ce moment-là. Et il finit par cette phrase qui m'a, enfin, j'en parle même avec une émotion, mais qui n'a jamais été entamée depuis, quoi, qui a été vraiment la révélatrice pour moi. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse dire cela, et le disant, tout d'un coup, j'avais été déplacé. Quand il dit, enfin, c'est cet homme qui dit, mais j'ai tellement aimé Chronique d'Anna Magdalena Bach, et vous me parlez avec cet Allemand, en gros, puis il dit, qu'est-ce que vous avez avec les Germains? En gros, c'est tous des... Il y a des Germains qui m'intéressent, il y a le dernier, il me dit, mais Bach, répond Straub, c'est plusieurs siècles de paysannerie pour que cette musique puisse être entendue. Et là, j'ai vu l'image. J'ai vu une image apparaître à ce moment-là, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Enfin,
Là, il y a une bifurcation. On sent qu'on va faire un bout de chemin, quoi. Il va y avoir une chose pareille à la division. Là, j'en parle aussi un peu ému parce que quand on avait créé le site des Nouvelles du Front cinématographique, la toute première vidéo qu'on a voulu mettre parce que voilà, ça nous semblait être une des 3 ou 4 choses qu'on avait vues de bien à la télé, c'est quand Mathieu est intervenu à la télévision dans Ce soir ou jamais. Où là, on s'est dit, tiens, quelque chose advient. Il y a quelque chose de l'agencement télévisuel qui est totalement dérangé, en fait, quoi. Et on avait senti cette même jeunesse antique chez Mathieu, qui était évidemment très largement déployé, volcanique, dans la figure de Jean-Marie Straub. Ouais. Moi, je trouve que ces quelques cinéastes qui nous intéressent, ils arrivent toujours à inventer quelque part une façon aussi de parler de leur travail qui nous réveille, qui soit, enfin c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qui soit à la hauteur, enfin en tous les cas qui problématise leur travail. Enfin ils sont les premiers concernés, quoi. Donc comme ils sont les premiers concernés, ils sont aussi les premiers à être brûlés par ce travail, par une œuvre, par un film qui a été fait. Donc derrière, ils doivent sentir, enfin comme on s'est pas mal attaché à la parole des cinéastes, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui est rude, quoi, où il faut réussir à créer des... Alors, Godard avait plutôt tendance à faire des néologismes, des choses ou des oxymores, ou à créer des situations complètement, des mots d'esprit, des lapsus, Il y a plusieurs manières, plusieurs stratégies, mais c'est toujours quelque chose qui est inventif, qui tente de ne pas faire d'une pensée une pensée morte, alors que le travail lui-même, effectivement, était un travail de paysan, enfin, était un vrai travail manuel. Donc là, le moment où il faut passer à la question du travail intellectuel, ça ne peut pas être autre chose, ça peut pas être décroché. Ça peut pas précéder le film. Ça peut pas précéder. Bah, Bresson nous le disait si bien, trouver d'abord et chercher ensuite. C'est quand même, enfin je veux dire, c'est l'inversion de la question de Picasso. Trouver d'abord et chercher ensuite, c'est pas rien. C'est-à-dire d'abord trouver, d'abord être étonné par ce qu'on trouve, même si on trouve des fois des toutes petites choses, c'est pas grand-chose. Mais enfin, et après, essayer de comprendre pourquoi ça a été fait. Qu'est-ce que c'est ? Ce livre-là que tu as écrit, oui. Tu l'as écrit avant d'avoir fait le film Non, je l'ai écrit après. Après, ouais. Parce que ça, c'est un livre qu'on aurait envie de conseiller. Vive le cinématographe, que tu as écrit. Enfin, je ne sais pas si vous avez écrit ensemble. Non, c'est Rudolf. Mais c'était le bilan d'un travail commun, puisque c'était à la suite d'un tout un travail qu'on avait fait cinématographique. Voilà, parce que c'est un livre étonnant, parce que c'est un livre que moi je ne connaissais pas, et qu'un jeune cinéaste à Montréal, que j'admire beaucoup, on avait rendez-vous, etc. Et il me dit, il faut que tu lises ça. C'était il y a avant de vous rencontrer, bon bien sûr, et je l'ai immédiatement commandé. Je l'ai trouvé parce qu'il se trouve sur internet, et c'est que des citations de Godard, Bresson et Straub, quoi. Et donc quand on est cinéaste et qu'on ouvre ce livre à n'importe quel moment, mais quand on est cinéaste, ça c'est une chose qui est importante, c'est que je crois que ça soit Bresson, Godard ou Straub et Huillet, ils transforment le spectateur en cinéaste. C'est qu'on ne peut pas voir leur film juste en tant que spectateur, il faut travailler, et de cette manière un peu terrienne, quoi, de se confronter à quelque chose, d'y revenir, peut-être de le voir 2-3 fois, peut-être de lire des choses autour, peut-être qu'on soit cinéaste ou spectateur. Et là, à n'importe quel moment, quand par rapport au désespoir dans lequel on peut être aujourd'hui, quand on lit, on l'ouvre n'importe où et on se met à lire, et on rit, on trouve que c'est super juste. On se dit, mais déjà, il disait ça, c'est un livre. Toi, tu parlais de, je sais pas, un feu de joie. C'est un livre, c'est vraiment un feu de joie. Ce livre, Vive le cinématographe. Et donc, c'est sûr que c'est très difficile de penser à Straub et Huillet sans penser aussi à Godard, parce qu'ils sont complètement aux antipodes. Il y a
Straub et Huillet ont déserté le cinéma industriel. C'est des déserteurs et c'est la beauté de la désertion, quoi, pour construire complètement. Alors là, moi, je dirais, c'est l'air, c'est une ère géologique. C'est une expression qu'avec Elisabeth, on s'en est rendu compte il y a 2 ans. On s'est dit, finalement, Straub et Huillet, c'est une définition du cinéma qui fait que le cinéma est une ère géologique, qui a commencé bien avant l'industrie et qui continuera bien après l'industrie. Et donc, en tant que cinéaste, on est rechargé immédiatement par l'évidence du travail, quoi. Même si c'est rude, entre guillemets, enfin, je dis ça rude parce que juste que c'est une expérience, on peut pas, ça te déplace complètement, mais ça te donne énormément de courage, et que Godard, il n'a pas déserté l'industrie, même à la fin, comment dire, il l'a pulvérisé, il est passé ailleurs, il s'en fout, l'industrie, il a tellement tout fait qu'il a tellement, il n'en avait rien à foutre, quoi. Donc on trouve chez ces ces 3 personnes, je sais pas ce que vous en diriez de ça, mais si le cinéma a un avenir, c'est parce que ces œuvres-là sont là comme c'est à la fois Sophocle et c'est Godard, et il y a quelque chose de la qui la mort du cinéma, on l'a traversé complètement avec ces gens-là. Bresson, c'est encore une autre histoire. Je pense que c'est, même si Dieu sait ce que c'est vertigineux. Moi, il a inventé tellement de choses avec très peu de films, finalement, par rapport à Godard, Straub et Huillet, mais j'ai l'impression que la puissance tellurique, cosmique du cinéma, c'est Godard, Straub et Huillet qui le tiennent. Et alors après, parce que ça convoque Renoir, ça convoque Griffith, ça convoque Ford, ça convoque, on s'en fout de savoir si c'est derrière nous, devant nous, et tout ça, c'est là tout en même temps, et ça donne un courage fou, quoi. Et donc, la chance que vous avez eue, parce que c'est qu'il faut être courageux pour faire un film comme celui-là, parce que c'est pas évident de filmer quelque chose d'aussi bouleversant, quoi. On avait la naïveté de la découverte. Mais c'est ça, et voilà. C'était complètement naïf, en fait. Sûr. Moi, je pense que le but, c'est de rester naïf. De rester encore dans cette... Je repensais un peu aussi, c'était peut-être la naïveté de Daniel Huillet et Jean Maestro quand ils sont allés voir Robert Bresson après Journal de la campagne. On a dit on a un projet, et le mec il a dit mes amis, faites-le. Mais oui, en tout cas il faut avoir ce courage-là, je pense. Oui. Il faut effectivement l'avoir. Et puis il faut pas se dire que, enfin, encore une fois, ce sont des amis. Enfin, moi j'ai pas connu Godard, mais vous le disiez, hein, je ne fais que répéter, mais ce sont vraiment des amis, des amis qui... Oui, on n'a pas besoin de les connaître, les amis. Mais on n'a pas besoin de les connaître, et puis quand on les connaît, on est toute proportion. Il n'y a pas de proportion. Enfin, peu importe. Moi, je m'entends encore lui dire au téléphone, vous êtes ce que ça a été pour vous. Vous êtes notre Ford et notre Renoir. Je le dis. Et il a rigolé au téléphone. Il disait bon. Mais parce que c'était vrai. Même si ça ne faisait, même si notre travail est ce qu'il est. Ouais, je veux dire. On était à cette hauteur-là, enfin, il nous donne cette possibilité. D'ailleurs, il y a un moment magnifique dans le film où il pose le verre d'eau ou la carafe, je ne sais pas, sur la table en disant voilà, Renoir pour Renoir, un plan c'est ça. Paf, il le pose sur la table, il y a le son, donc il y a le son, il y a le geste, tout est ensemble et on le voit, et il le fait 3-4 fois. Et quelqu'un lui pose la question en disant oui, mais Godard, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pas du direct. Et vas-y. C'est pas le son et l'image, oui, donc voilà, et qu'est-ce que vous faites de ça, quoi? Et lui, il dit, mais pourquoi vous me foutez Godard dans les dents, quoi, tout de suite, là. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que... Attends, tu dis ça, c'est pas juste les paroles, quoi. C'est que son visage est complètement décomposé. Parce que c'est un grand... Et franchement,
franchement, tu vois un truc de l'enfance, quoi. Tu vois un truc de l'enfant par rapport à Godard. Il dit oui, Godard, c'est plus compliqué, mais il commence un peu voilà. Et puis d'ailleurs, quand je veux voir un film de Godard, au début, je me dis, il est quand même très très fort, quoi. Il est très très fort, Godard, etc. Et puis petit à petit, je me dis, finalement, je suis plus fort que lui. Et donc, il y a ce truc voilà, c'est le combat des titans, quoi, mais qui c'est en même temps, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou. Oui, non, mais c'est... Je me souviens aussi que c'était Jean-Luc Godard qui disait, bon, le cinéma aujourd'hui est beaucoup moins fort qu'à l'époque, justement. Griffiths, ces gens-là pouvaient sauter 2 mètres. Il fait, bon, Jean-Marie Straub, il saute 1m80, moi je fais 1m70, 75. Enfin, je pense que c'était un jeu aussi. Voilà, parce que dans le film, Dieu sait que j'aime pas trop le personnage, d'Alain Fleischer, les morceaux de conversation de Jean-Luc Godard, on voit, il y a un passage très très beau avec Jean-Marie Straub, qui dit voilà, que très concrètement et très pratiquement, Jean-Luc Godard les a aidés quand il faisait leur premier film, ou qu'à l'époque de Made in USA, je crois, il avait pris une partie de l'argent qu'il avait donné à l'époque où il était en train de réaliser Nous réconcilier. Donc il fait, c'est très concret aussi l'amitié, c'est pas simplement des mots, c'est des choses concrètes. On sait entraider les uns les unes les autres, ou même François Truffaut, on en parlait hier, je crois. Jean-Marie Straub se souvenait que quand voilà, ils n'avaient pas beaucoup d'argent et tout ça, et quand il tombait sur François Truffaut qui venait de faire les 400 coups et tout, il dit venez, je vous paye des huîtres. Il dit voilà, c'est ça le souvenir que j'ai de François Truffaut, c'est quelqu'un qui nous payait des huîtres alors qu'on mangeait que des sardines probablement à l'époque, quoi. Là, on se dit c'est ça aussi le cinéma. On n'imagine pas aujourd'hui un réalisateur payer des huîtres à celui qui galère un peu, quoi, alors que celui-là aurait réussi. Mais pour revenir, parce que tu as pointé un truc très fort sur la désertion. Tu as dit, bon, là, ça nous semble, avec Alexia, un élément, des éléments tout à fait fondamentaux. Si on pourrait recommencer la conversation, en fait, en partant de là, c'est qu'il y a eu, au départ de leur trajectoire de cinéma, un double nom. En fait, il y a eu 2 noms. Ils ont chacun dit non, et leur nom, évidemment, s'est assemblé l'un avec l'autre, mais au nom d'un oui. C'est ça qui est magnifique. Ils disent pas non pour dire non, ils disent pas oui pour dire oui. Dans les 2 cas, c'est 2 attitudes qui ne mènent pas à grand-chose. Ils ont dit non à un certain nombre de choses, mais pour dire oui à d'autres choses, et c'est ce oui-là dont on a besoin aujourd'hui, puisque de la même façon, nous aussi, on dit non à pas mal de choses qui nous arrivent. Juste pour rappel, parce qu'on parle évidemment aussi entre nous, mais on va être regardé. Donc, Jean-Marie Straub, il est né à Metz en 1933. Il rencontre Daniel Huillet à Paris au début des années 50. À l'IDEC. En tout cas, Daniel veut aller à l'IDEC. On lui propose, pour entrer dans l'école, de parler d'un film de Yves Allégret qui s'appelle Manège. Et elle dit, mais non. Non, je n'ai même pas besoin de vous parler de ce film. Pour moi, ce cinéma-là est mort et enterré, alors que c'était un film important, du cinéma français important. Donc, il y a déjà ce nom-là, un nom de récusation au cinéma qui se fabriquait à l'époque, et à l'école, qui évidemment produisait l'enseignement nécessaire à justifier et légitimer le cinéma. Et puis, quelques années plus tard, en 1958, c'est Jean-Marie Straub qui a dit non. Il a dit non comme insoumis pour ne pas aller faire la guerre aux Algériennes et aux Algériens. Ça, c'est un geste extrêmement important. Un jour, on se donnera tout le temps nécessaire pour revenir sur l'importance que la séquence de la guerre d'indépendance a eue sur cette génération. À des degrés très très différents, mais ça les a totalement traversés. Ils ont été les contemporains à des degrés très différents, mais tous. Vraiment, on avait commencé à travailler là-dessus. C'était une séquence très très importante. Cette question donc coloniale et de l'indépendance. Mais pour quelqu'un qui est né à Metz en 1933, la question coloniale, elle s'est toujours déjà posée pour lui. Puisque la Moselle, ça a été allemand après la guerre avec la Prusse jusqu'en 1918. Ensuite, c'est redevenu français. Puis ensuite, c'était à nouveau germanisé pendant le nazisme. Enfin, c'est quelqu'un, Jean-Marie Straub, qui a été le sujet d'une partition belliqueuse entre les nations et d'une pluralité conflictuelle entre les langues. Ça détermine aussi fondamentalement l'insoumission et la désertion. C'est quand même des cinéastes français qui vont tourner pour des raisons d'exil en Allemagne, donc avec la langue qui d'une certaine manière était la langue du colon aussi, pour Jean-Marie Straub. Évidemment, un film tardif comme Lothringen, d'après Colette Baudoche de Maurice Barrès, reviendra là-dessus très fort, en plus pour envoyer balader les épousailles de la France et de l'Allemagne au nom de la construction de l'Europe, qui est un film absolument formidable de ce point de vue-là. La femme qui dit non à l'Allemand qui veut se marier avec elle parce qu'elle est française, mais elle dit non, on ne se mariera pas ensemble, nous, contrairement à la France et à l'Allemagne, évidemment, après 1945, pardon. Donc ils tournent en Allemagne, ils vont toute une série de films allemands, ensuite ils vont à Rome, tournent un film français, enfin un film en langue française à Rome,
mais d'un français qui est absolument incompréhensible, évidemment pour tous, parce que nous n'avons pas eu les moyens de comprendre cette langue. Et puis finalement, le premier film français en France, en langue française qu'il tourne, c'est en 1977, Au Père-Lachaise, Toute révolution est un coup de dé, d'après le poème de Stéphane Mallarmé. C'est-à-dire 15 ans après leur premier court-métrage allemand qui s'appelle Markhor-Kamu, d'après Heinrich Böll. C'est quand même, ça c'est totalement décisif. Et c'est très intéressant de s'intéresser à la manière dont ces trois langues, l'allemand, l'italien et le français, frottent entre elles, quoi. Il y a déjà un rapport très très fort sur la langue, la dimension coloniale de la langue, la dimension coloniale de la culture, la façon dont ça divise les peuples, ça divise les gens, c'est totalement traversé par Jean-Michel Straub, et ça s'est retraduit dans un refus de faire la guerre aux Algériennes et aux Algériens, quand même. Je veux dire, ça c'est vraiment très très fort. Il y a quelques années, on a eu la chance d'en parler en Algérie, on avait voulu, on a raté de peu le fait qu'il puisse venir, Jean-Michel Straub en Algérie, parler de tout ça, on avait écrit un texte qui s'appelait Straub algérien. Pour nous, c'est un Algérien, je trouve, pour plein de raisons. Et une autre raison encore, et je terminerai là-dessus, mais c'est pour ouvrir à beaucoup de pistes. Comme pour Godard, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la question juive. Hein. Il y a une grande question juive chez Jean-Luc Godard, il y a une grande question juive dans le cinéma de Jean Maestrup et Daniel Hullet. Il y a 3 films qui ont été faits quasiment dans la foulée et qui cristallisent ça, quoi. Il y a les premiers films autour des opéras de Schoenberg. Donc il y a celui qu'on appelle Einleitung en 1972, c'est l'introduction à une musique d'accompagnement d'une scène de film d'Alfred Schoenberg avec des lettres de Schoenberg à Kandinsky, puis de Brecht, sublime film. Ensuite il y a celui dont tu as parlé, Moïse Aaron, quand même, un opus magnum dans l'œuvre, quoi, qui est incontournable, extraordinaire, qu'il faut absolument voir en salle, il faut avoir la chance de pouvoir le voir en salle. Parce que, et puis Fortini-Cani. Avec donc Franco Fortini, intellectuel italien juif, qui relit un texte qu'il avait écrit quasiment 10 ans auparavant, en 1967, à l'époque de la guerre des 6 jours, qu'il avait appelé Les Chiens du Sinaï. Mais voir ça, comme pour Godard, c'est de ne pas voir qu'en fait une montagne a 2 versants. Quand il y a une question juive, c'est qu'il y a une question arabe. Et c'est quand on les délie que c'est la catastrophe. Et qu'il faut les tenir ensemble pour faire la 3e personne. C'est-à-dire entre Straub et Huillet, entre Miéville et Jean-Luc Godard aussi, entre vous deux, entre toi et Elisabeth. Dans Moïse Aaron, il y a quand même ces 2 panoramiques en cesse sublimes sur la vallée du Nil, le Luxor, qui sont extraordinaires, je veux dire. Il y a, évidemment, dans Fortini-Cani, il y a la question palestinienne. D'ailleurs, c'est très très beau, ça, chose que j'ai toujours adoré dans ce film, enfin admiré, quoi, c'est que quand Franco Fortini relit son texte, c'est un texte de 67, il ne parle pas de Palestiniens, il parle de Palestine et d'Arabes. Hein. La figure palestinienne n'existait pas encore pour un intellectuel aussi lucide que lui. Il aurait bien voulu remanier son texte, mais le texte est un document aussi historique. Hein, et les choses ont évidemment changé entre 67 et 76. Donc ça, c'est absolument admirable. Et puis l'Égypte revient très fort, évidemment, dans Trop tôt, trop tard, avec la seconde partie, un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma, qui est la sortie d'usine. Ou quand vous regardez la sortie d'usine en 80 en Égypte, vous voyez la place Tahrir en 2011. C'était là, en fait. Ça se préparait là, quoi. Donc c'est un plan là qui voit l'avenir, très très fort. Et puis, je trouve que ça revient une dernière fois avec Chacal et Arabe, en 2011, d'après l'histoire d'animaux de Franz Kafka, puisque là, très clairement, la question du couteau qui devrait séparer les uns et les autres, en fait, c'est la même lame qui les anéantira mutuellement, quoi. Ça, je trouve aussi formidable que les 2 questions se soient mêlées, qu'il y ait du champ et du contre-champ, au nom d'une 3e position, qui est le hors-champ, c'est-à-dire la terre commune, hein, sur laquelle les uns et les autres habitons, quoi. Et ça aussi, j'imagine que c'est sûrement des questions qui ont dû aussi attraper beaucoup. Ça, je pense que c'est évidemment très très fort avec Nicolas et Elisabeth, mais j'imagine aussi pour vous, ces choses-là vous ont très largement remué. Et comme les films de Straub et Huillet sont des films pas chers, et que volontairement c'est des films pas chers, ça laisse toute la place à ce dont tu parles, à l'histoire, à l'actualité, aux langues. Ça laisse toute la place. Et que quand les films sont trop chers, quand ils sont remplis d'argent, quoi, il y a de la place pour rien d'autre que ça. Tout pour l'argent. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cette... je ne pourrais pas appeler ça une ascèse, parce que c'est pas ascétique, c'est juste dégager, travailler avec uniquement ce dont on a besoin pour parler de ce dont on veut parler. C'est cette histoire dans le film sur Bach, où ça devait être leur premier film, et on leur a dit, si vous voulez
prenez Karajan, et comme ça, si vous avez Karajan, vous aurez tant d'argent. Et ben, on s'en fout de Karajan, nous, on n'a pas besoin de tant d'argent, on a Puis on est besoin antifasciste, donc on va pas prendre Karajan en plus. on a juste besoin de ça, et je me souviens plus du nom du Gustave Léonard. Gustave Léonard, on a besoin de Gustave Léonard, quoi. Qui n'était pas de à ce moment-là très connu. Bah oui. Ouais, alors que c'est devenu un des plus grands chefs d'orchestre de son temps, quand même. Et donc cette question-là, en tant que cinéaste, j'imagine qu'elle vous travaille. C'est-à-dire comment faire des films avec l'argent dont on a besoin, juste parce qu'on a envie de parler de telle et telle chose, et laisser la place à ce dont on a envie de parler, et que ça ne soit pas l'argent qui prenne la place. Et il faut, moi je pense qu'il faut choisir son camp, si tu veux. Là, ça rigole pas. Donc effectivement, si on est du côté des Palestiniens, si on est du côté si on est du côté des gens, si on est du côté du peuple, on peut pas collaborer. Enfin, c'est pas possible. Donc l'argent, c'est un souci. Ça va être un vrai problème, évidemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand il disait, j'ai pas appris l'allemand avec justement tous ces allers-retours qu'il a vécu. On a appris l'allemand avec Bach. Tiens, donc on choisit aussi son allemand. Enfin, je veux dire, c'est pas on a appris l'allemand avec Bach, avec Kafka. Enfin voilà. Donc bon. Choisir son camp, enfin moi ça me semble fondamental, et après se donner les moyens d'être un tant soit peu à la hauteur de ceux qui sont nos amis, enfin, et qu'on a choisi. Et donc à ce moment-là, oui, on ne peut pas se permettre d'être des renégats, on ne peut pas se permettre de faire un travail. Vous avez parlé d'argent, avec lui. Est-ce qu'il vous a parlé, est-ce que vous avez entendu ou vous avez eu des discussions sur la place de l'argent dans les films? Je ne pense pas, mais c'est sa manière. Moi j'ai l'impression que, oui, je ne sais pas trop que dire, il y avait une forte... Non, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça, il en parle de temps en temps, on le sait, hein, il parle justement du fait qu'il va pas prendre l'argent à un seul endroit, mais que ça va être plein de sources différentes, que bon, mais nous ce qu'on a pris d'eux, c'est pas vraiment comment trouver de l'argent, enfin, ou comment se débrouiller. Non, c'est pas comment trouver, c'est la place de l'argent. La place de l'argent, oui. Dans un plan, par exemple. Ouais. Parce que quand on voit, par exemple, moi je me souviens, il y a un film. Je me souviens je me souviens jamais du nom de son assistant qui a fait un super film. Fitoussi. Charles Fitoussi. Jean-Charles Fitoussi. Il a fait un film aussi comme le vôtre, quoi, qui est aussi important, je veux dire, de voir sur Sicilia, et où on voit juste la place de la caméra dans la cuisine pour la scène entre la mère et le fils, et on voit comment ils travaillent tous les deux sur trouver l'endroit où on va tout filmer en changeant les objectifs, voilà. Donc, c'est ça. Et on voit quand on voit ça, c'est le coût d'une scène comme ça, c'est vachement précis, c'est minimal, quoi. Ça me fait penser à la question du point de vue, finalement, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on... C'est ce que je disais. D'où on filme, de quel côté on se met. Voilà. Quand il dit que quand il filme un village, quand on filme n'importe quel village, on ne peut pas se permettre de mettre la caméra n'importe où. Il y a un endroit où la caméra... Il y a la mairie, il y a le château d'eau, il y a une quantité de choses qu'il faut prendre en compte, et à quel endroit on se met. Ou alors, si on filme en pédocle, il y a ces juges, de quel côté la caméra est. Si on filme Moïse et Aaron, et si on filme Moïse devant le buisson ardent, et là c'est quand même un moment formidable, et d'ailleurs c'est Daniel qui le dit, quand la personne du public lui dit « Mais alors quoi, pourquoi vous filmez un dos ?» Enfin, c'est quand même dingue. Alors, il dit d'abord c'est pas un dos parce qu'on voit un tout petit peu son profil, puis après c'est pas qu'un dos parce que le plan en fait tout un énorme tour et que c'est toute une histoire, mais aussi parce que tout simplement on pouvait pas prendre la place de Dieu, on pouvait pas se mettre face. Quand on filme Moïse devant le buisson ardent,
on va pas se mettre à la place du buisson. Enfin, c'est une question morale et politique pour eux. Et c'est à un moment donné, c'est ça l'argent. C'est Oui, à un moment donné, c'est on se exactement tient, ça. Oui, on oui. se tient. Oui. On sait que quand on fait un plan, effectivement, on tient une place très précise. Et c'est pas n'importe laquelle. Donc on peut pas faire n'importe quelque chose quand on décide d'être du côté des gens ou des... Voilà, c'est pas, on fait plus n'importe quoi, c'est plus possible. Et eux, ils étaient extrêmement précis là-dessus. Ils étaient extrêmement rigoureux. Et là, c'est une leçon, effectivement. Une leçon. Une leçon, qu'est-ce que c'est que de tenir un point de vue, qu'est-ce que c'est de tenir un point dans l'époque. C'est galère. Oui, c'est la question. Alors, c'est non seulement la question de la tenue, du maintien, donc c'est aussi cette droiture. Enfin, c'est ça qui m'avait impressionné dans les premiers films que je voyais. Les gens se tiennent, quoi. On se tient. Et même quand on fait partie des classes populaires, les gens se tiennent. Les gens ne sont pas affalés comme moi. Les gens se tiennent. Donc il y a une tenue, et toujours avec la tenue, il y a la retenue. La retenue, y compris comptable. Faut pas on n'est pas là pour dépenser de l'argent, d'une certaine manière. Je veux dire, il faut très peu d'argent. Il faut très peu d'argent pour vivre. On n'a pas besoin de tout cet argent qui pollue justement la planète, qui fait partie d'une pollution environnementale, sociale et mentale, parce que c'est la dimension aussi écologique très puissante de leur cinéma, qui n'a même pas besoin de se déclarer comme tel. Je veux dire, c'est vraiment les 3 écologies de Guattari, quoi. C'est-à-dire, que le ver de la Terre brille pour nous, mais y compris dans notre tête. Enfin, je veux dire, la Terre, c'est aussi ce qu'il y a dans notre tête, quoi. Et tout reverdit avec eux. Et ce que vous dites sur cette question du point de vue, je me souviens que c'était tellement fort avec le Kafka, avec America, rapport de classe, donc à partir du disparu, enfin ce qu'on appelle l'Amérique, mais le titre vraiment, c'est rapport de classe. C'est quand même un film de 84. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, Paris, Texas de Wim Wenders. Vous avez 2 vieux cinéphiles européens qui continuent à bander pour l'Amérique, et eux, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Bon, c'est hasard, mais c'est tellement fort pour contre-champ radical. Eux, ils disent rapport de classe, d'accord? Avec un seul plan, enfin 2 plans tournés aux États-Unis, au début à New York, avec évidemment la Statue de la Liberté, puis le Missouri à la fin, le train. Et là, c'est tellement exemplaire, puisque c'est que des scènes d'oppression, d'humiliation. Quelle place on occupe? De quel côté on est? Et ce qui est terrible, c'est que on avait essayé d'en parler avec des amis qui avaient du mal à comprendre que tous les films hollywoodiens étaient toujours faits sur l'équivalence des points de vue entre bourreau et victime. Que tout ça, c'est un coup l'un, un coup l'autre, balle au centre. 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, comme disait Jean-Luc Godard. Là, c'est pas possible. Et vraiment, et là, du coup, c'est vrai que c'est une leçon, parce que c'est pas qu'une leçon de cinéma, d'esthétique, et d'esthétique au sens de Rancière, au sens radical du terme, c'est-à-dire quelle place moi j'occupe quand, au travail, je suis dans une situation où il y a un rapport d'oppression, dans la rue, dans les transports en commun, sur quelle place j'occupe. Je veux dire, moi, c'est vraiment très souvent, c'est toujours des exemples de cinéma, hein. C'est ça qui nous aide à tenir à un moment donné. On se dit, tiens, je sais quelle place je vais occuper, précisément parce que j'ai vu que dans un film, il y avait quelques cinéastes qui ont eu cette volonté de marquer cette question, quoi, et de dire que non, il n'y a pas d'équivalence des points de vue. Il y en a un à l'exclusion des autres, parce qu'à cet endroit, on voit l'oppression. Mais on ne la prolonge pas. On s'en fait pas, on ne jouit pas parce qu'elle s'accomplit, quoi. Ce qui est vraiment le cinéma hollywoodien, de ce point de vue-là, est terrible, parce que pourtant, le cinéma hollywoodien, ça a été Griffith, ça a été Stroheim, ça a été John Ford, quoi. Donc c'était quand même là, et tout ça a été particulièrement bazardé ces 40 dernières années. Et eux ont continué, y compris quand ils sont confrontés à l'Amérique, pour qu'on y entende quand même ce moment de Kafka qui est sublime, où un juif qu'on a viré pour une affaire de troussage de domestiques, comme on dirait à propos de Strauss-Kahn, qu'on a envoyé comme ça en Amérique, qui à la fin se retrouvent dans le fameux grand théâtre de l'Oklahoma, et ils disent « c'est quoi votre nom ?» et qui disent « je suis nègre ». Quelques années après, où Rimbaud disait « je suis une bête, je suis un nègre des Blancs », voyaient déjà qu'ils étaient pris dans un devenir nègre dont on avait beaucoup parlé dans les dernières émissions, dont on peut parler avec Honor Managari, Achille Mbembe ou d'autres. C'est déjà là chez Kafka. Comme juif, aux États-Unis, il voit qu'il a un rapport avec le nègre. Rimbaud le voyait lui, après la Commune, qu'il avait un rapport avec qu'il préfère être un nègre plutôt que un porte-drapeau, un drapeau national, quoi. Et ça, c'est vraiment très très fort. Enfin, je veux dire, c'est ça l'Amérique pour nous. C'est celle-là qu'on aime.
c'est du point de vue du juif évidemment qui s'apparente à un nègre, quoi. Et ça, c'est vrai que ce film-là est absolument exemplaire. Enfin, tous le sont, mais particulièrement celui-là. Surtout par rapport à l'Amérique, où on a l'impression que là-bas, c'est un peu un coup l'un, un coup l'autre. Et c'est ça la démocratie, quoi. C'est l'équivalence des... Tu vois, ils ont la quand substituabilité des points de vue. Tu dis qu'effectivement, ils nous apprennent à nous... Enfin, ces films nous aident à nous tenir. Nous, quand on voit ça, après, quand on se pose la question dans la vie, qu'est-ce que c'est que se tenir? Mais eux aussi l'ont appris des gens qui le filment. Tu vois, parce qu'ils filment autant des femmes des mères de famille que des ouvriers, des musiciens. des musiciens, et ils apprennent, ils ont aussi, enfin je veux dire, c'est pas eux qui leur demandent, ils savent que eux, dans ces situations, ils savent se tenir. Parce qu'ils savent faire la différence, ils savent poser la limite aussi. Ils savent dire ce qui est oui et ce qui est non, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et jusqu'où on n'acceptera pas. Et ça, ça apparaît dans leurs films. Et ils sont fidèles à cette tenue populaire qui est... C'est les comédiens du théâtre de Bouty, avec lesquels ils ont travaillé sur tous les films à partir de Vittorini. C'est ça. Et voilà. Et donc Sicile et puis Femmes de métier. C'est en ça qu'ils touchent à des périodes extrêmement larges. Parce qu'en fait, cette question-là est là depuis... Bah oui, parce que quand tu filmes des paysans, déjà, tu filmes de plusieurs centaines, voire des milliers d'années. Hein. C'est néolithique que tu filmes. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont un rapport au travail et qui savent ce que c'est. Et ils savent ce que c'est que de devenir des robots. Et ils savent aussi ce que c'est que de le refuser. Et ils savent aussi comment faire l'écart. Et c'est leur quotidien, ça. Aujourd'hui, dans les usines chinoises, aujourd'hui, les ouvriers sans papier qui travaillent dans les rues, ça, eux, ils savent le faire. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, ils meurent. Enfin, sinon, c'est pas possible. Et c'est faux de croire que c'est des machines et qu'ils font juste ce que font. Non. À l'intérieur, malgré la contrainte énorme, ils tiennent. Ils tiennent des points, ils tiennent une attitude. Et ça, eux, et ça se voit dans leurs films. Et c'est ça que nous, on considère qu'il faut continuer. C'est ça qu'il faut filmer, c'est ça qu'on doit voir dans le cinéma. Quel est, par exemple, entre ce que vous faisiez avant de faire ce film et de rencontrer Straub, et après, comment ça s'est... Au début, c'était dur, hein, parce que notre film, celui qu'on a fait sur Straub, on l'a appelé « Nos yeux se sont ouverts ». Donc, c'est quand même... ils nous ont ouvert un pan qu'on n'imaginait pas. Et en plus, c'est avec une très grande générosité, parce que moi, je trouve que leurs films sont généreux parce qu'on voit le travail. Et donc, on voit le travail comme on disait, du paysan, on voit le travail du musicien, on voit le travail de celui qui dit juste le texte, on voit le travail de celui qui lit. C'est tout ça. Et donc, il parle à des travailleurs, à des cinéastes comme nous, travailleurs, parce que nous, on travaille. Et donc, c'est ça qu'on a, moi, parce que là, aujourd'hui, je me suis dit comment je me prépare, je viens ici, qu'est-ce que je fais et tout ça. Alors j'ai pris plusieurs DVD et j'ai vu comme ça, j'ai mis au hasard 5 minutes de ça, 10 minutes de ça, 3 minutes de ça. Et je me disais, mais c'est incroyable ce que l'on fait aujourd'hui. Donc presque 15 ans après. En fait, je voyais dans les films tout ce que j'ai appris et que je fais aujourd'hui sans m'en rendre compte que je leur dois à eux, en fait. Aujourd'hui, on doit décider comment est-ce que quelqu'un doit se déplacer ou comment quelqu'un doit lire ou où mettre la caméra. En fait, ils nous l'ont dit. Les films nous ont dit comment on pouvait travailler. Et ça, je pense que c'est que de la générosité. C'est
C'est que de la générosité. Ils nous ont ouvert parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des films, tu vois rien. Tu vois, ça saute, ça fait des feux d'artifice. Tu vois pas du tout comment ils en sont arrivés là. Tout est camouflé. Tu vois pas le travail. Tu as du son, tu as des... Ou le capital ou le travail. Voilà. Tu caches le travail, tu crois que finalement il n'y a plus de travailleurs, que ça fonctionne, que ça Tu fonctionne gommes. tout seul, c'est magique. C'est une IA qui fait les Oui, films. en fait Ouais. non, derrière les Et IA, puis, il y a des gens et qui puis cliquent sur des clics. même dans les cinémas un peu d'auteur ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent la vie, quoi. Ils vont au café, Mais ça, par exemple, ça, par exemple, Il y a- moi, il y a je un peux pas. il y a Et- il y a un truc bouleversant, c'est un film ah, ça y est, c'est Grémillon. Ouais. C'est assez marrant parce que bon, il y a un DVD, et Ah oui, c'est le 6 juin, sur le 6 juin. le 6 juin à l'aube. C'est Grémillon, son premier film, je pense. Il a fait un film sur les bombardements en Normandie. On Et, l'a vu il y a pas très longtemps, c'est sûr. Oui, enfin, vous l'avez utilisé dans vos films. oui, on a utilisé quelque chose dans un de nos films. Bon, donc, et le film est superbe, quoi, magnifique. Il a presque tué la carrière de Grémillon parce qu'il est tellement critique sur... ça va tellement contre l'éloge, la glorification. Dialectise tellement, quoi. Voilà. Il a l'audace de dialectiser ce qu'il voit. Il y a un bonus. Alors, c'est les éditions de l'Œil qui font ça. Je ne sais pas si c'est la Traverse, les éditions de l'Œil, mais enfin, en tout cas, Ah oui, c'est de la traverse. Gaël Tacher, dont on parle de temps en temps, qui a eu la brillante idée d'aller interroger Jean-Marie Straub sur ce film, quoi. Et c'est filmé n'importe quoi. C'est filmé n'importe comment, l'entretien. C'est vraiment du genre, le CNC voit ça. D'ailleurs, il me l'a dit, Gaël, c'est que le CNC lui a dit, on vous donne de l'argent pour faire des bonus et vous faites des merdes pareilles, quoi, parce que c'est filmé, c'est complètement surexpo. Franchement, c'est Gaël qui a filmé, je sais pas. Mais Straub parle de ce film, à quel point ce film l'a. Ça a été l'école, une contre-école. Et ce que vous dites, vous avez appris avec lui, ben lui a appris avec Grébillon. Parce qu'à un moment donné, il y a un paysan et il y a une infirmière qui parlent. Et l'instituteur. Et instituteur, un instituteur et une infirmière. Et il dit que c'est Brecht, comment il parle. C'est un entretien, c'est une interview. Mais comment il parle, c'est Brecht, les deux. Et quand vous regardez ça, quand il dit, bah voilà, moi j'ai appris cette question de comment parler dans un film en voyant ces deux moments, quoi. Parce que c'est vrai que les gens parlent pas comme ça dans la vie, mais ils parlent comme ça dans la vie en même temps. Sauf que regardez, et puis peut-être que c'est un extrait qu'on peut mettre aussi, parce que c'est quand même incroyable de voir que c'est pas des gens, c'est des gens dans la vie, mais qui parlent sans imiter les gens qui parlent dans la vie, quoi. C'est ça. c'est du coup les mots, on les entend, on entend ce qu'ils disent, et on les voit, c'est des Normands qui sont bah, nous on habite là-bas, donc on en voit des gens partout comme ça, et ils ont une langue, une manière de parler, un accent, une manière, c'est super passionnant par rapport à ce que comment l'argent fait parler les gens. C'est ça. Parce que du coup on parlait de ça un petit peu, tu vois, on parlait de Pasolini avant d'arriver, et de ce texte où Pasolini qui s'appelle La langue vulgaire. Où Pasolini je pense que c'est une discussion qu'il a dans une école avec des professeurs et des élèves, et comment Pasolini explique que la télévision a totalement détruit le langage, a détruit la langue vulgaire. Que la langue vulgaire, c'est une langue ultra subtile, parce qu'il y a 10 000 manières différentes de dire la même chose, quoi. Et qu'avec l'argent de la télévision, avec ce qu'on entend aujourd'hui aussi à la télévision, en permanence sur des choses très complexes comme la question, ce qui se passe à Gaza, en Iran, tout ça, quoi. Je dis que c'est tellement clivé, mais chez Straub et Huillet, la langue, elle est, ce titre de film, moi, que le ver de la terre brille de nouveau, quoi, dans nos esprits, ben, quand on entend comment parlent les personnages, Antigone, les premières paroles d'Antigone, ça fait refleurir le langage dans la tête, quoi, et que ça vienne de Grémillon, et qu'ils le disent, et que c'est un souvenir d'enfance, c'est quand même... Parce qu'on voit à quel point les choses se transmettent en dehors de l'argent. C'est pas l'argent qui transmet ce savoir-là, c'est la tradition des opprimés.
C'est la seule. C'est l'oralité aussi. L'oralité, oui. L'oralité, Mais ça aussi, c'est-à-dire que le cinéma, je suis sûr, aujourd'hui, je suis sûr que c'est un art oral. Je suis sûr qu'on apprend le cinéma, c'est pas dans les écoles et tous ces trucs-là, parce que c'est la parole. On apprend à parler en regardant des films. Oui, oui. Oui, je comprends. C'est une tradition orale, le cinéma. C'est une tradition orale. Et c'est une tradition, c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais, effectivement, il a commencé par dire non, enfin, puis tout ça. Mais il faut aussi dire qu'il a commencé aussi par un ciné-club. C'est quand même pas rien, ça. C'est la génération des ciné-clubs. C'est la génération des ciné-clubs. Nous, on a commencé aussi comme ça. Bon, il se trouve que c'était plus la génération, mais on a quand même osé. Mais je veux dire, on l'a appris en regardant, en écoutant, comme tu dis, en écoutant des paroles. Enfin, ça s'apprend, le cinéma, ça s'apprend pas dans les écoles, quoi, voilà. Ça s'apprend en regardant d'autres films. En parlant aussi. En parlant. Oui, oui. Et André Bazin, extraordinaire. Il y a un cinéaste, ça j'aime bien cette histoire-là, parce que c'est Tariq Teguia dont on parle de temps en temps, et qui m'a raconté quelque chose, parce que Tariq Teguia, c'est un cinéaste que j'apprécie particulièrement, enfin toi aussi, peut-être vous connaissez, cinéaste algérien, Rome plutôt que vous, Inland, Révolution Zenge, et c'est des très grands films, c'est peut-être un des plus grands cinéastes vivants, quoi, et il a commencé le tournage de son prochain film, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, ça fait peut-être 15 ans, je ne sais pas, en Algérie, mais comme il ne peut plus retourner en Algérie, il faut qu'il tourne ailleurs, et donc l'argent qui était prévu pour tourner la suite du film, il doit l'investir dans de nouveaux repérages ailleurs, donc du coup il n'a plus l'argent qu'il avait pour le finir, et il cherchait un chef opérateur. Donc, parce que son chef opérateur qui était Nasser Metchkan, extraordinaire, un photographe de presse, mais si on voit les films de Teguia, on voit à quel point ce chef opérateur était, parce que Teguia a fait une thèse sur Robert Frank, donc c'est quelqu'un pour qui l'image est importante. Donc il a tourné lui-même, il a filmé lui-même, il cherche quand même un jeune opérateur ou une jeune opératrice, donc il allait voir du côté de la Fémis, les gens qui sortaient de la Fémis, et il disait c'est pas possible, il me demande qu'est-ce que tu veux comme image. Que je réponde à qu'est-ce que du coup il est allé voir Renato Berta, opérateur de Straub, qui a je sais pas 80 et quelques années, pour lui proposer de venir avec lui tourner son film, je sais plus où il va finalement tourner, au Mali ou Berta qui a plus de 80 ans, qui a tourné avec Godard, avec Straub, il dit non mais même si tu viens juste pour qu'on parle, juste pour que quand je tourne on parle ensemble. Parce que j'ai personne à qui parler. Ce qui veut dire que cet art de la parole, ce que les gens se disent les uns les autres, du travail, et surtout de ces gens qui ont une... Parce que dans votre film, il y a un échange avec Lubchansky, qui est le chef opérateur de beaucoup de films aussi de Straub et Huillet. Il y a un échange qui est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et donc, c'est ça, parler et faire des films. Je vois pas comment on peut... c'est pour ça que c'est important. Comment parler de cinéma, c'est un vrai... c'est un travail. C'est un travail. Non, mais c'est dur. C'est vraiment difficile de... C'est un peu la chance qu'on a d'être deux, déjà. Mais j'y pensais beaucoup. Je pense que on n'arrête pas de parler. C'est ça qui, à mon avis, c'est un élément... je leur ai demandé si c'est pas le premier couple, homme et femme, en tout cas, à avoir fait des films ensemble. Ça, mais le fait qu'ils soient deux, le fait que Godard ait tellement désiré être plus d'un, deux, trois, et qu'il ait rencontré Anne-Marie Méville, qui a été extrêmement important pour lui. Que vous soyez deux, qu'on soit deux aussi, enfin... Je pense que il y a un peu de dialectique quand même là. Quand on est deux, il y a au moins quelqu'un qui est pas d'accord avec l'autre. À minima, parce qu'on a une tendance narcissique à être toujours un peu d'accord avec soi-même. Il y a toujours quelqu'un qui est pas d'accord. Mais si on a besoin de quelqu'un d'autre, c'est surtout pour ne pas être d'accord. Et on fera toujours un pas plus loin. Et ils ont été deux tout de suite. Tout de suite, ils ont été deux. Tout de suite, ils se sont... Voilà, c'est ce qu'on dit de l'amitié aussi. Elle joue aussi dans certains films. Voilà, elle joue, elle est extraordinaire d'ailleurs. Vous aviez évoqué dans la liste des films auxquels vous aviez pensé, Noir Péché. Elle apparaît comme ça, comme une Kabyle.
ou comme une amérindienne, enfin, je veux dire, elle a 10 000 ans, cette femme qui nous parle, elle dit nouveau monde, et là, on y croit. Enfin, on se dit vraiment que le monde peut recommencer quand elle dit ça sur le quatuor de Beethoven, la décision difficilement prise, c'est le nom du quatuor de Beethoven qu'on entend à ce moment-là. Enfin, c'est vrai que ça fait partie des trucs c'est des surrections, comme disait Alain Badiou, c'est-à-dire que c'est la Terre, c'est une montagne qui apparaît. On voit l'Etna à côté, il y en a une autre qui vient d'apparaître là, comme ça, quoi. C'est effectivement, et le fait qu'il soit deux, ça, comme il y a l'image et le son, et que évidemment, bah, voilà, il faut travailler, il y a deux bandes. On disait avec le public, enfin être deux, c'est donc être vraiment deux. Donc c'est effectivement pas c'est à la fois, parce que souvent on nous demande mais comment vous travaillez ensemble. Oui, aussi c'est une question qu'on nous demande. Bon, alors vous êtes les qui tâches. Qui fait quoi Et les tâches. La division genrée du travail. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus con. Voilà, oui, c'est un milieu d'ailleurs, c'est difficile de dire. Et à partir de deux, on espère que s'il puisse y avoir déjà. Alors effectivement, c'était toujours le souhait de Godard qu'ils soient au moins trois, il n'y arrivait jamais. Mais enfin, quand on fait un film, on n'est jamais que deux en fait, réellement. Voilà. Et quand on travaille dans les conditions dans lesquelles on travaille, tous les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Et quand on est avec eux, on travaille. Et on parle de cinéma où on s'efforce de produire ensemble quelque chose qui soit commun, qui soit un travail. Donc ça, c'est formidable. Et ça aussi, c'est précieux. C'est précieux que les gens... que tous ceux qui travaillent sur quelque chose soient ensemble portés par quelque chose qui soit pas déjà surdéterminé par plein d'autres trucs, enfin par l'argent et par la nécessité d'arriver à de scénario ou de trouver une place ou d'exister dans le monde du cinéma. Enfin, le cinéma, où est-il? Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive un petit peu dans les festivals. Je dis, mais ils s'intéressent au cinéma, les gens, les cinéastes? Non, mais là, ils font des films, mais... Le cinéma, c'est pas la profession. Ou alors ils font du cinéma, mais ils font pas de... Non, le cinéma, c'est pas la profession. Ils pensent au cinéma, mais ils font plus de films. C'est pas une profession. Ou l'inverse, ils font des films en oubliant le cinéma. Ou alors c'est une profession de foi, si on prend oui, c'est une profession de foi, mais c'est pas une profession. C'est une profession dans le sens fort, quoi. Mais pas juste trouver une place, quoi, pas trouver sa place. Non. C'est intéressant parce qu'on était à Bruxelles là, il y a quelques jours et on discutait avec une amie qui fait des films, qui s'appelle Pauline, et elle nous disait, voilà, la difficulté que j'ai eue par exemple avec telle monteuse, c'est qu'elle voulait faire du film sur lequel on travaillait son film pour ensuite se promouvoir en disant j'ai fait ci, donc du coup elle rajoutait tout un tas de trucs pour dire qu'elle était capable de rajouter ci, de rajouter ça, en disant le film n'en veut pas en fait, mais elle voulait faire évidemment, cette technicienne voulait faire son film comme évidemment la profession de foi, c'est-à-dire le film qu'elle allait montrer aux autres qu'elle était capable de tout ça, mais sauf que ça bousillait évidemment le film qu'elle était en train de réaliser, quoi. Donc si on n'a pas ce monde commun, cette amitié-là, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est plus des rapports simplement professionnels. Hein. Là, je veux dire, c'est des rapports créateurs. Hein. On crée quelque chose. Quoi. Vous connaissez, alors là, ça fait 5 minutes, j'essaie de retrouver son nom. Leur nom, c'est un autre couple. Kedikian et Richie. Non. Qui ont tourné au Mexique, les Tarahumas. Ah oui. Elle est décédée, là. Ouais. Un couple où elle était anthropologue. Et lui a appris à filmer, il était mathématicien, je crois, il a appris à filmer et ils ont fait ces films extraordinaires sur les Tarahumaras en filmant les pieds, les premiers... Bon, c'est un couple... Leur film, c'est la même famille, quoi. C'est la même famille. Ils n'ont rien à voir avec le cinéma de fiction, ou avec mais il y a aussi une... Bon, ça reviendra avant la fin de parce que on a l'impression que quand on est deux, il y a du cinéma tout de suite, quoi. C'est pas le... Enfin, il y a de la dialectique et il y a... Oui. Moi, c'est parce qu'il y a toujours... Je pense que c'est parce que t'as l'image et t'as tout de suite le public, t'as tout de suite le regard de l'autre. Nous, c'est comme ça. On met une image... sur la table de montage, on va dire, on met une image et on est tout de suite deux. Il y a un troisième terme. Je pense que quand on est deux, on est face à face. Ça donne pas le même rapport. Je pense que le fait d'avoir, je pense que ça crée du 3 comme. Oui, le 3 c'est le tout film, de suite. Déjà, l'équation de Godard 1 + 1 = 3.
Un plan plus un plan, Ouais. ça amène un troisième plan tout de suite. Et si le troisième plan n'arrive pas, il n'y a pas de film, quoi. C'est ça, Donc il faut être 2 pour être 3, c'est ça. au minimum. C'est ce que Ouais. disait Einstein aussi sur le fait de c'est un produit, c'est pas une somme. C'est pas 1 plus 1 fois par 2, quoi. Oui, c'est des rapports. Ça se sait, ça. Ouais. Ouais. Bien sûr, ouais. Oui, mais c'est vrai que bon, nous on a commencé comme ça et on a cru qu'on continuait. Enfin, on se dit qu'on continue. C'est-à-dire que nous, c'est pour ça que je disais, je citais un petit peu la question du ciné-club, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de regarder, ou quand on parlait de la lumière sur les visages. Nous, on s'est dit à un moment donné, tu disais, regarder, c'est déjà être des cinéastes. Enfin, et donc on s'est formé dans cette position d'être côte à côte, de regarder les choses côte à côte aussi, ensemble. En même C'était temps. pas, c'est donc faire un film, c'est aussi produire un résultat, enfin c'est une vision du monde qui est une synthèse singulière de quelque chose qui n'est pas unique, enfin c'est une synthèse. Donc il me semble que finalement, nous, on a toujours l'impression de continuer à faire des films du point des spectateurs. On n'a pas l'impression d'être des cinéastes, enfin, je sais pas, qui tout d'un coup, d'un point de vue extrêmement puissant, regarderaient les choses, auraient la puissance de faire des films. Non, c'est simplement regarder les choses. C'est du à travail. Deux, Non, mais c'est ou à 4, à 5, et essayer de se dire qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Mais d'ailleurs, on en parlait un petit peu, et puis qu'on soit ici à lundi matin, c'est un truc que je lancerai bien comme ça à Mathieu. Voilà. Moi, je trouve avec Elisabeth, on s'est dit un truc. On s'est dit, le travail que font les journalistes, une nouvelle génération de journalistes à Blast, aux médias, à Mediapart, les cinéastes ne font pas ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils commencent ils revendiquent le fait de travailler vraiment, de chercher, de travailler, d'écrire, de faire des enquêtes, d'être sur le terrain, etc. par rapport à tous ces éditorialistes, tous ces gens qu'on voit, qu'on entend sortir les éléments de langage, etc. Donc, on pourrait dire quelque part que aujourd'hui, les films sont des éléments de langage, des éléments d'image qui sont en train de... et qui manquent absolument cet espace-là où les cinéastes prennent le travail au sérieux, réellement, et remettent totalement en question cette espèce de champ du visible qui est phagocyté par tous ces éléments visuels de langage qui finalement sont exactement la même chose que dans les médias dominants, quoi. Donc quand je lance ça à Mathieu, parce que c'est intéressant de voir que pour faire une émission sur le cinéma, que nous on a plutôt envie de venir à lundi matin que d'aller ailleurs où il parle de cinéma parce qu'il y a une altérité, parce on peut tenter de se demander, dans ce désastre dans lequel on est, finalement, vous avez vu l'émission, vous nous écrivez, on se rend compte qu'il y a ce livre qui existe et puis que ça s'élargit et que même les gens qui voient le travail les discussions qu'on a, on est très ouvert à discuter, vous rencontrer et tout ça. Mais il faut prendre au sérieux complètement ce que c'est que d'écrire sur le cinéma. En fait, c'est pas se prendre au sérieux, c'est prendre le travail au sérieux, parce que écrire sur le cinéma, c'est vraiment une profession de foi aussi, quoi. C'est pas, on peut, c'est pas un truc comme ça ça produit quelque chose, quoi. Ça produit des images, et que parfois, quand on regarde ce qui se passe à Gaza et tout ça, et qu'on voit tous ces jeunes journalistes qui se posent vraiment et sans parler évidemment de ceux qui se font descendre là-bas et comment ils ont réussi à contourner complètement le blackout israélien, quoi, pour faire des images, pour les faire circuler et tout ça. Le cinéma, il est où? Le cinéma est où? Alors bon, c'est pas la même temporalité du tout que les films d'Estrauve, mais je pense que là, il y a quelque chose historiquement que si on veut essayer les uns les autres, très modestement, à transformer quelque chose dans nos films, dans notre travail, c'est qu'il faut absolument se
s'appuyer sur prendre ce courage et cette générosité de Straub, Huillet, Godard et pas le prendre pour un truc de cinéphilie chic, tu vois. Mais c'est que parce que tu vois par exemple souvent on dit mais vos films on les voit pas, ils sont peu montrés, ils sont peu exposés et on se disait, enfin en tout cas moi je te disais, mais moi je pense que c'est une chance. Je pense que c'est vraiment une chance de ne pas comment dire, dans le champ du visible actuel, dans la manière dont l'économie fonctionne et tout ce dont tu parles fonctionne, être vu très souvent est très toxique. Parce que les gens sont pris par autre chose et qui voient quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils s'attendent. Et donc, ils ne regardent pas, ils ne voient pas. Donc, cette idée-là, c'est moi, peut-être que le fait de ne pas être montré, d'être dans une invisibilité où petit à petit, on peut arriver à construire des champs visibles qui sont complètement éphémères. Clandestinité, le mot c'est clandestinité. Oui, c'est relatif clandestinité. C'est que le mot clandestinité, ouais. C'est le titre du bouquin avec Elisabeth, Sécession, cinéma, mon amour, quoi. Faire sécession avec un système de champ du visible. Et le mot clandestinité, il est du côté des... Oui, bien sûr, il a toute une histoire. Tu en parlais là. Mais oui, mais la clandestinité, aujourd'hui... je sais pas, tu vois, je sais pas ce que ça... quels sont les... nous, on a fait, par exemple, toute une série de films qui s'appelle Dialogue clandestin. Entre nos films, on faisait des films en se disant, bon, c'est les dialogues clandestins, ils se tournent en dehors complètement du système et ils sont là pour préparer les films à venir et qu'on les montre pas, sauf quand on nous les demande. Bon, mais... c'est tellement les gens qui vivent dans la clandestinité, ils risquent tellement leur vie qu'on peut quand même pas usurper une position comme ça où nous on risque pas la nôtre. C'est parce qu'on risque pas nos vies. Peut-être on risque quelque chose par rapport au fait que les films ne soient pas vus, mais c'est quand même un peu. Oui, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir avec une. Nous on a plutôt. Je sais pas si on a décidé, mais je pense que nous, on se dit, on donne des rendez-vous. On donne des rendez-vous pour projeter nos films aux amis et aux autres. Mais il n'y a pas de diffusion comme ça à tout bout de champ. Mais par contre, je trouve que c'est quand même important de se donner rendez-vous régulièrement. De régulièrement montrer où le travail en est. Parce que d'ailleurs, on fait des films pour eux. Et on fait des films avec eux, parce que c'est souvent ces amis-là qu'on va solliciter pour une voix, qu'on va solliciter pour je sais pas, pour un passage, ou pour une danse, ou pour un instrument. C'est avec eux qu'on fait les films. Donc en fait, je pense que c'est pour continuer à faire des films, on a besoin de montrer et où est-ce qu'on en est. Et de leur proposer, d'un certain côté, de faire partie de ces films. Parce que c'est un endroit intéressant, parce que, bon, on peut parler des festivals, il y a des festivals à travers le monde, bon, les films peuvent être montrés et tout ça, mais Straub et Huillet, par exemple, Ouvrier paysan, c'est Pierre Grise, il me semble, c'est Maurice Tinchant, qui a toute une histoire avec Martine Mérignac. Il y a toute une histoire avec Rivette, etc. Et du coup, il y avait la tradition orale, elle traversait aussi les distributeurs et certains exploitants. Tu vois, donc c'était un truc, et que tout ce réseau-là, il a été, il a été absorbé par l'argent. Et du coup, c'est plus les mêmes. Ils sont plus là. C'est une génération qui a disparu. Mais ils ont parlé comme ça, d'ailleurs, Jean-Marie. Je trouve il reste encore quelques bourgeois qui ont encore le désir un peu de se sauver la peau de cette bourgeoisie. Ils avaient des alliés. Ouais. Ils avaient des alliés un peu dans la production, un peu dans les télés, la RAI, en Allemagne. Mais ces gens-là, c'est de la même génération, et ces gens-là ont disparu.
et ils ont été grand remplacés par des profanateurs de sépulture. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je sais pas si tu y as pensé, Alexia, à la mesure du récit que nous a donné Mathieu, mais cette histoire de non factice qui s'arrive de génération en génération, c'est exactement un film de David Cronenberg qui s'appelle History of Violence, qui raconte exactement ça. Parce que le héros, en fait, les enfants du héros découvrent en fait que son père n'a pas ce nom, a changé d'identité, que leur nom est donc totalement faux, ne s'appuie sur aucune histoire. Le mec s'appelle Stoll, alors Stoll c'est l'étalage, hein. Et je me souviens toujours dans le film, on me dit mais pourquoi t'as trouvé ce nom? Il dit parce qu'il était disponible. La vacuité, vraiment la vacuité états-unienne, quoi, de toucher, il y a rien, on n'a pas d'histoire. On trouvait... Pasquale en Espagne, c'est le nom des bouteilles de lait. Voilà, bah donc c'est tout à fait Cronenbergien cette histoire. Par ailleurs, Straub, ça a du sens. Ça nous a toujours amusé. Ça, Straub en allemand, ça veut dire brut et débraillé. C'est et sich strauben, le verbe, ça veut dire se dresser, se hérisser. Quand on a un nom comme ça, on doit être fidèle aussi au sens que nos noms totémiques évidemment pèsent sur nos existences. Sur la question de l'exposition, là aussi je pensais un peu à ce que disait aussi Frédéric Néra, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ça. Il parle de sociétés de clairvoyance, mais au sens aussi où ce sont des sociétés d'aveuglement, trop de lumière. On voit plus rien en fait. On voit plus rien. Et au contraire, et ça résonne aussi avec le film que vous avez fait, hein, le live, quoi. C'est-à-dire que en fait, il faut devenir imperceptible, il faut devenir furtif aussi, parce que quand on est vu, on est ciblé, on est identifié, on est fiché, on est scanné, donc il faut se méfier aussi de ces faits-là. La ritournelle de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet là-dessus, ils disaient, ils ont fait de nécessité-vertu. S'ils avaient eu des millions de spectateurs, bon, le dessin aurait changé, mais ils disent, c'est ça qui est fort dans leurs films, c'est effectivement des films peu vus, mais finalement qui ont été vus par un certain nombre d'amis, hein, qui font que voilà, que dans le monde, on peut discuter même avec les gens. On parlait d'une internationale, je crois. Ouais, une époque, voilà, comme ça. Mais ce qui est très beau, ce qu'ils disaient, c'est que, c'est le cri très fort qu'il y a dans leurs films, qui est pas une espèce de plainte désespérée, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est bouleverser en fait le marché de la diffusion. Ce que ces films exigent, c'est qu'il y ait une autre manière, effectivement, de montrer les films, que les films soient égaux. Enfin, quand tu vois leurs films, tu dis, mais en fait, ces films-là devraient être vus comme les autres. Certains ne devraient pas avoir plus d'exposition que d'autres. Les films devraient être égaux. C'est une exigence de leur film de dire, on va pas vouloir être vu. Il faut que le champ de circulation et d'exposition des films soit égalitaire pour tous les films. Donc il dit voilà, donc nous par contre on ne se compromettra jamais, on fera zéro concession, on jouera pas avec les stars, comme vous pouvez faire de manière tout à fait intelligente Jean-Luc Godard, nous on reste à l'endroit où on est, mais par contre l'exigence très très forte de leur cinéma, c'est de bazarder ce système. C'est-à-dire qu'il faut montrer les films autrement, il faut en parler autrement, il faut les montrer autrement, il faut en parler différemment. Il y a un appel insurrectionnaire, révolutionnaire total aussi sur la question même de montrer les films. Ce qui fait que il faut surtout pas que ce soit un petit truc, une niche cinéphile, cultivée pour des gens cultivés qui auraient lu. De la rhétorique. Voilà, et ça c'est absolument pas ça. Au contraire, c'est qu'il faut tout casser en fait pour que ces films soient vus pas par tout le monde, mais par n'importe qui. Oui. N'importe qui pourrait. D'ailleurs, c'est ça le plus important. Pour faire ces films-là, il faut tout casser et voir ce qui reste. Parce qu'on commence par tout casser pour tout défaire et voir ce qui reste et qu'est-ce qui est absolument indispensable pour faire un plan. Parce que faire un plan, c'est pas rien, faire un plan. C'est quand il y a l'argent, quand il y a plein de monde, etc., bon, ben c'est rien. Mais quand il y a rien, faire un plan, c'est quelque chose. C'est vraiment une naissance, quoi. C'est une... Et leur premier film est animé aussi par une colère, parce que je veux dire, on a aussi de grands objets de colère aujourd'hui. Genre les objets de colère pour Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, quand ils ont commencé à faire leur premier film en Allemagne, c'était précisément l'Allemagne, qui s'était refaite une très très belle santé, 50 ans avant que Johann Chapoutot écrit Libre d'obéir, ils avaient déjà tout fixé, quoi. Quand on voit donc leur premier moyen métrage, en fait, c'est un film qui fait 55 minutes, là, non réconcilié à partir des deux sacrements de Dan Richebeu, enfin, c'est hallucinant, c'est le film le plus rapide du monde, hein. C'est 50 ans de l'histoire de l'Allemagne, je veux dire, c'est le seul film aussi rapide, c'était le diabolique Docteur Mabuse de Fritz Lang juste un peu avant, quoi. On a l'impression que le passage de relais est fait, voilà, pour montrer, et alors pour montrer quoi, que l'Allemagne s'est détruite elle-même, hein. C'est un fils qui va détruire, en rejoignant la Wehrmacht, l'abbaye que son père avait construite avant de rejoindre, évidemment, le front de la Première Guerre mondiale.
et une grand-mère qui à la fin tire un coup de feu. Pour moi, le premier coup de feu du gauchisme en Allemagne, de la façon dont de jeunes gauchistes qui étaient beaucoup des étudiants de cinéma, Holger Mainz, à qui est dédié, de la main même de Jean-Marie Straub, et on lui a beaucoup fait grief à l'époque, Moïse Aharon, le premier coup de feu, c'est une grand-mère qui le tire. C'est une grand-mère, hein, qui tire, qui abat le préposé Nettlinger à devenir vice-consul, ministre, ou que sais-je, à la fin du film, avec son mari qui dit « bah vas-y », en gros, et joué jeune par Daniel Huillet dans le film. C'est le premier coup de feu. Je veux dire, Holger Mainz, c'est un étudiant de cinéma, ils ont croisé, je trouve, Huillet à cette époque-là, quoi. Le coup de feu, il va résonner ensuite dans le fiancé, la comédienne Macron. Autre coup de feu, on est en 68. Et ensuite, on a la dédicace à Holger Mainz, c'est-à-dire, en gros, la grand-mère qui tire le coup de feu, on la renvoie à l'asile, évidemment, on la fait passer pour folle, et puis le gamin, on l'enferme en prison, et maquissant en suicide, dans la fin, comme... Je veux dire, il y a déjà la volonté de dynamiter ce pays qui s'est refait une très belle santé, en virant tout l'aspect évidemment racial, antisémite, et en fonctionnant évidemment comme une économie tout à fait conquérante, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme en Allemagne. C'était d'abord l'objet, je veux dire, il y avait évidemment la question de la France et de la guerre avec le peuple algérien, mais ensuite il y a l'Allemagne, qui en fait n'a pas rompu. Si on veut rompre, c'est pour montrer aussi qu'à cet endroit-là, on n'a pas rompu. C'est-à-dire peut-être que un jour, l'Allemagne se permettra à son tour de choisir. L'Allemagne aujourd'hui, c'est toujours du mauvais côté du génocide. Herero et Namas en Namibie en 1904, c'est eux. Les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est eux. Puis aujourd'hui, ils applaudissent évidemment quand Israël génocide. Ils font le sale boulot, quoi. Toujours du mauvais côté du génocide. Bon, je veux dire, au début des années 60, d'ailleurs, Huillet, c'est d'emblée affirmé. Dans leur film, il y a deux cinéastes importants. Il y a Fassbinder qui joue dans le fiancé, ouais. Le fiancé et dans le Kafka là. Oui. Il y a Manfred Blanc. Mais non, le cinéaste d'origine indienne. Ah non, oui, il est pas. Oui, mais on dit toujours qu'il est indien, mais c'est pas vrai. En fait, il est allemand. Ils sont arrêtés turcs. Ouais, on a Haroun Farroki, parce que même il y avait un garçon qui est venu ici en parler. C'est Haroun Farroki. C'est un allemand. C'est comme si on me disait que j'étais un arabe. Non, il était allemand, mais son père était d'origine turque. Ouais, Haroun Farroki. Oui, c'est vrai. Ouais, dans America, rapport de classe. Ouais, très, très juste. Ouais. Ce qui est pas rien. Oui. Oui, bien sûr. Donc la tradition orale, elle passe aussi. Mais voilà, je veux dire, la colère aussi, et faire des films qui, à un moment, sont armés aussi pour exprimer cette colère et qu'elle soit insurrectionnelle. Je veux dire, on se dit, oui, on ne sera pas réconciliés. On n'est pas réconcilié avec la France, on n'est pas réconcilié avec l'Allemagne, on n'est pas réconcilié avec l'état du monde. Enfin, je veux dire, on est non réconciliés. C'est aussi à partir de là que, de fait, ensuite, on tire tout le fil. Avec le capitalisme, avec tout ça. Ça vient tout seul, en fait, la clandestinité. Enfin, je veux dire, la clandestinité, encore oui. toute proportion. Mais moindre visite. Mais en fait, ça y est, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a pris les vraies décisions, c'est bon. On est invisible. Enfin, voilà, on est devenu. De fait, ouais. De fait. Il n'y a pas besoin non plus de. Il n'y a pas plus visible et plus invisibilisé. Oui. Parce que faire un plan, c'est voilà, on a l'impression qu'on voit vraiment ce qu'on filme, quoi. Alors que tu vois, il y a une caméra, il y a quelqu'un, il y a un visage, il y a une lumière et il y a un texte et on fait un plan. On entend et on voit, et donc on est dans la visibilité absolue, mais c'est complètement invisibilisé par le système. Et c'est pas une position victimaire, c'est une position c'est très bien. Combative. Combative, ouais. Nous, on a commencé comme ça, on a vraiment commencé dans une cave, enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, quoi. Puisqu'on appelait ça le dojo cinéma, on était dans un dojo, mais enfin, ce dojo était dans une cave, dans un sous-sol, quoi. Et on a commencé vraiment de manière totalement indépendante, c'est-à-dire qu'on s'est... Et en fait, 7 ans de travail, 7 ans de production, de voir des films, d'en fabriquer, de tout ça, c'était réglé, si tu veux. Quand on est sorti 7 ans après de cette expérience, c'était fini. On était grillé. Enfin, je veux dire, on n'avait plus le temps. C'était fait. Le travail était fait. Donc là, à partir de là, commence le travail. Alors là, de ce que tu racontais, c'est-à-dire qu'après, il s'agit de constituer constituer des lieux réels dans lesquels, effectivement, là, on est en train de regarder un film ensemble, ou on est en train... Voilà. Que ce soit pour les fabriquer, que ce soit... Moi, les plus belles expériences que j'ai eues sont aussi celles qu'on a pu faire quand on a pu projeter à des ouvriers des grandes usines de Foxconn en Tchéquie, quand on a fait des films sur cette question, quand on était dans un foyer africain à Montreuil, où tout d'un coup, dans la cuisine,
cantine du foyer Barra qui a complètement été transformée. Où là, tout d'un coup, on projette un film et parce que ça a à voir avec la question qui se joue là, et tout d'un coup, il y en a un qui se lève et qui parle comme dans les films d'Echtroup, je veux dire. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il fait une déclaration. C'est que là, dans les films d'Echtroup, qu'est-ce qui se passe? Ça dialogue pas, ça déclare des choses. Donc, il fait une déclaration, et là, royal, quand on fait des déclarations d'amour, voilà. Mais là, c'était, je veux dire, là, c'était quelqu'un comme ça, voilà, quelqu'un qui était là dans cette cantine et qui tout d'un coup se lève parce qu'il s'est senti en confiance. Il s'est senti en confiance, il s'est dit voilà. Et là, il fait une déclaration qui dure 2 minutes ou 3 et qui tout d'un coup est exactement. C'est un plan de Straub. C'est un plan de Straub de Huillet, mais surtout, c'est là, on vit quelque chose. Là, il y a une écoute et un regard, et là, on constitue. C'est ça, créer des autres espaces. Et ça, c'est clandestin si on veut. Enfin, c'est ailleurs. C'est dans des endroits où effectivement les choses se passent, où les gens vivent, où les gens pensent, où les gens travaillent. Wenn selbst der Fels